Bonjour à tous, avant de regarder cette vidéo, nous avons un message très important à vous transmettre. Vous le savez, nous sommes une radio complètement indépendante car vous êtes notre seule source financière. Pour que Radio Courtoisie continue à vivre, nous avons besoin de vous. En nous soutenant, vous bénéficierez donc d'une déduction fiscale de 66%. Alors cette année, soutenez Radio Courtoisie sur notre site internet ou par chèque. Il n'y a pas de petits dons, chaque participation compte. Merci à tous. Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périni. Bonjour Xavier Hofer. Bonjour. Alors je rappelle, vous êtes criminologue, docteur en géographie géopolitique à l'université Paris-Sorbonne, auteur de nombreux ouvrages consacrés à la criminalité, aux terroristes, dont À qui profite le djihad. Et vous êtes aussi patron d'émission sur Radio Courtoisie. Et puis dernièrement, votre livre Jeffrey Epstein, l'âme damnée de la troisième culture. Donc c'est sorti en octobre. Vous dites le 10 août 2019, l'Amérique se réveille traumatisée. Jeffrey Epstein, son double monstrueux, a été retrouvé pendu en prison. S'est-il suicidé ou a-t-il été assassiné ? Sa vie va-t-elle être enterrée avec sa mort ? Ses secrets seront-ils révélés ? Alors vous refaites l'enquête et vous montrez de manière scientifique, spectaculaire, que l'ogre aux centaines de victimes adolescentes a été en fait le serviteur exemplaire des nouvelles élites transatlantiques, de leur mainmise financière et de leur hégémonie culturelle. Alors avant ça, moi je voulais revenir sur Jeffrey Epstein. Qui était-il véritablement cet homme ? Donc on rappelle qu'il se serait suicidé dans sa prison en 2019. Bon, on a affaire à un individu qui n'a rien de spécial à l'origine. C'est plutôt même un raté. Il a commencé des études qu'il n'a jamais terminées. Il s'est fait engager comme répétiteur dans une école privée pour gosses de riches à New York. Et à un moment donné, il finit par fréquenter des affairistes. Et là, il explose, c'est-à-dire que ses moyens deviennent énormes. On ne saura jamais vraiment comment ni pourquoi, parce que si les États-Unis projettent à l'extérieur une image de pays en ordre, à l'intérieur des États-Unis, notamment dans le domaine des contrôles et du fisc et de la police, etc., règne le plus gigantesque bazar. C'est-à-dire que quand on superpose les différents étages de la police et de la justice, c'est-à-dire l'échelon local, l'échelon des métropoles, l'échelon des États et l'échelon fédéral, on aboutit à une espèce d'immangeable millefeuille dans lesquels les couches s'entassent les unes sur les autres et où les enquêtes, parfois même les plus simples, finissent par s'enliser, par être bloquées parce que tant de pouvoirs et de contre-pouvoirs assez indéchiffrables existent qu'on n'y comprend plus rien. Alors, ce qu'on ne comprend pas, et on ne le comprend pas au jour d'aujourd'hui, c'est ceci. Les États-Unis ont la hantise du blanchiment d'argent qui peut servir à frauder, qui peut servir à des activités du type crime organisé ou du type terrorisme. Et pendant plus de 20 ans, Jeffrey Epstein a pu jongler avec des dizaines et des centaines de millions de dollars. Il n'a jamais été vraiment milliardaire, mais millionnaire par centaines de millions, oui. Donc il a pu jongler avec tout ça pour ses besoins personnels, pour ses affaires, pour ce qu'il fricotait, sans jamais avoir été vraiment contrôlé. C'est-à-dire qu'à aucun moment, dans toutes les enquêtes qui ont été faites par tous les médias après sa mort, on a trouvé trace d'une inspection, d'une bureaucratie américaine quelconque ayant été au fond des choses dans ses affaires financières. Donc, premier point, d'où vient l'argent ? On ne le sait pas très bien. Deuxième point, toute l'affaire éclate parce qu'une femme, une journaliste qui s'appelle Julie Brown, qui écrit pour un journal de province, enfin de l'État de la Floride, qui s'appelle le Miami Herald, eh bien que cette femme inlassablement a dit oui, mais c'est pas normal, regardez 50, 100, 200, 300 victimes. Et à la fin, il s'est trouvé des juges un peu moins négligents que les autres pour s'intéresser à l'affaire. Et enfin,
enfin, Quand vous dites victimes, on les me grands rappelle, médias américains. ce sont des Pardon. jeunes adolescentes qui auraient été donc des esclaves sexuels à ce moment-là. Ouais. Alors j'y viens. Hmm. Enfin, alors qu'il s'agit d'un absolu scandale, alors que c'était pas vraiment un pédophile au sens maltraiter des bébés ou des enfants de 3 ans. Ce qui l'intéressait, c'était les très jeunes adolescentes, en tout cas largement au-dessous de l'âge du consentement, vers 12, 13, 14 ans, voyez-vous, ce que la littérature appelle poétiquement, mais c'est tout sauf poétique, des fruits verts. Voilà, donc c'est ça qui l'intéressait. Et là, compte tenu de ses moyens, notamment de ses moyens en argent liquide, car comme je vous l'ai dit, le contrôle de l'argent liquide est sévère aux États-Unis, et pendant 20 ans, dans les plus grandes banques, cet individu a pu retirer chaque semaine ou chaque mois des dizaines ou des centaines de milliers de dollars en billets de banque. Alors essayez d'en faire autant, vous verrez ce qui vous arrivera. Oui. Hein, enfin, si tant est qu'on nous autres les possédions, mais c'est une autre histoire. Donc, essayez d'en faire autant, bon, vous verrez. Et là, lui, il a pu. Alors, ça pose un problème, c'est l'impunité d'un personnage situé tout au sommet de la pyramide des puissants des États-Unis, puisque je vous rappelle que pendant que Bill Clinton, qui n'est pas un modèle de vertu, hein, on va revenir sur Bill Clinton. Oui, pour dire les choses gentiment. Pendant que Bill Clinton est président des États-Unis, Jeffrey Epstein est reçu 17 fois par lui à la Maison-Blanche, par le président des États-Unis. Le président des États-Unis ne reçoit pas n'importe qui, l'épicier du coin ou quoi que ce soit. Donc là, un personnage qui est au sommet, qui est parmi les tout-puissants et qui se sert de ça ou a provoqué ça pour pouvoir, à l'inverse, se livrer à ses vices à son gré, et qui, pendant des années, multiplie les victimes sur plusieurs continents. On a des traces de sa présence à Paris, en Afrique, en Amérique latine, etc. Donc c'était une espèce d'activité massive. Vous avez affaire à un ogre, et cet ogre a été impuni par le système américain pendant plus de 2 décennies. C'est ça le scandale le plus énorme. Alors justement, et vous parlez notamment de son lien avec les puissants, vous avez parlé de Bill Clinton, on peut aussi parler de Bill Gates, il y a aussi le prince Andrew, donc le fils de feu Élisabeth II. Comment il connaissait ce monde? Et puis aussi, on explique que certaines filles étaient littéralement offertes en offrande à cette partie de cette élite cosmopolite mondialisée. Alors, dans un monde fondé sur la marchandise et sur le marketing, vous avez des gens qui sont importants d'avoir dans les soirées, dans les inaugurations, dans les premières, etc., qu'aux États-Unis, on appelle the A-list, la liste A, c'est-à-dire ceux qui sont les premiers à être désirés, dont la présence est censée anoblir, si vous voulez, ces manifestations publiques. Et là, vous avez des mannequins, vous avez des hommes politiques, vous avez des gens qui viennent du monde académique, vous avez, voilà, il y a toute une espèce d'élite, plus ou moins d'ailleurs frelatée, qui orne les soirées en question, et Jeffrey Epstein en faisait naturellement partie. Donc, quand vous faites partie de cette espèce de petite élite proche du sommet, ben vous connaissez tout le monde, ils sont pas si nombreux. Vous voyez, ce sont des gens qui se parlent, qui sont ensemble dans des soirées, qui échangent des coups de fric, qui échangent des complicités, qui échangent. Et donc, pour accéder à ce monde-là, Jeffrey Epstein a bénéficié de l'aide d'une complice qui est en prison aujourd'hui, Ghislaine Maxwell, qui elle-même était la fille d'un milliardaire anglais fort glauque. Puisque lui aussi, à la fin, on le retrouve mort dans la mer, et puis on ne sait pas si c'est noyé, il y a des autopsies, des contre-autopsies. Bref, sa mort est tout sauf limpide, alors qu'il avait grugé ses propres employés. Vous savez que dans un système libéral, les retraites, les pensions ne sont pas données par l'État, mais par des sociétés qu'on appelle des fonds de pension. Et le Maxwell père avait grugé, volé, pillé, détourner l'argent du fonds de pension de ses propres employés. Vous voyez le milieu. Bon, alors après ça, la fille se reconvertit après avoir profité des avantages que lui offrait papa. Elle fait pareil avec Jeffrey Epstein.
Je vais pas faire de la psychologie de bazar en disant l'image du père, etc. Mais on s'en fout. Voilà. Le fait est qu'elle est là et qu'elle lui ouvre notamment les portes des élites anglaises, c'est-à-dire la cour royale, les milieux de la City de Londres et les milieux du sommet de la politique à l'époque de Tony Blair, etc. Donc voilà, c'est comme ça qu'il arrive à se glisser là-dedans. Et il s'y glisse et il y opère dans l'impunité générale pendant 20 ans. Il est une première fois à la fin des années 2010, vers 2008 ou 2009, condamné de façon extrêmement légère et suspectement légère, puisque ça aurait dû lui valoir, 10 ans ou 15 ans de prison. En France, le chef d'inculpation serait détournement de mineurs. Voilà. Donc, détournement de mineurs. Et là, il est condamné, mais condamné quand même. Et il est inscrit sur un fichier de prédateurs sexuels. Et donc, à partir de ce moment-là, il doit être considéré comme radioactif et intouchable par toute l'élite. Donc, et il continue à avoir ses comptes en banque à la JP Morgan, il continue à avoir le prince Andrew, il continue à avoir les uns et les autres. Et voilà. Donc, alors, moi, allez-y. Pourquoi cette impunité, aujourd'hui, on la constate, mais rien de logique ne permet de l'expliquer. Alors, Xavier... Parce que c'est un sujet inouï pour un criminologue, vous comprenez. Littéralement, on n'a jamais vu ça. Je rappelle le titre de votre livre, Xavier Hofer, Jeffrey Epstein, l'âme damnée de la troisième culture aux éditions du CERF. Mais alors justement, vous êtes criminologue, vous vous dites, mais comment se fait-il qu'il n'a jamais été condamné? Mais on va revenir là-dessus. Mais je voulais revenir sur cette élite cosmopolite qui est fournie donc, par Jeffrey Epstein, par ces jeunes filles. Vous en avez un petit peu parlé, notamment de Bill Clinton. J'aimerais aussi qu'on parle de Bill Gates. Quelle est l'idéologie de cette élite? C'est-à-dire quelles sont leurs mœurs? C'est-à-dire qu'ils se sentent, avec leur argent, ils peuvent tout se permettre. On a l'impression qu'ils sont au-dessus des lois. Je vais faire quelque chose d'audacieux à Radio Courtoisie. Je vais citer Karl Marx. Karl Marx observe au XIXe siècle que quand une forme de capitalisme contrôle le pouvoir, cette forme de capitalisme dispose aussi de sa propre idéologie. Voilà. Donc, au XIXe siècle, du temps de Karl Marx, c'était le libéralisme débridé, c'est-à-dire chacun fait ce qui lui plaît, les barons voleurs aux États-Unis, etc. C'était la forme la plus extrême, la plus outrancière et la plus écrasante du capitalisme, sans bornes et sans limites et sans loi sociale. Et donc, Marx et Engels disent partout et toujours, tout système de domination produit naturellement sa propre idéologie pour justifier. Alors là, nous avons affaire depuis maintenant 2 décennies à la domination à peu près sans bornes de ce qu'on appelle les GAFAM, c'est-à-dire Google, Amazon, Facebook, etc., c'est-à-dire les géants de l'industrie numérique et électronique, informatique, etc., et qui opèrent ou qui sont nés et apparus dans une partie des États-Unis qui se trouve au sud de San Francisco et qui s'appelle la Silicon Valley. Pourquoi Silicon Valley? Parce que, il y a des microchips, des microprocesseurs à l'origine de tout ça, et que ces microprocesseurs sont faits avec de la silicone, du sable, à l'origine, pour les fabriquer. Donc, le nom un peu familier de cette vallée qui, entre San Francisco et San José, c'est Silicon Valley. Et là, vous avez tout l'écosystème de cette nouvelle forme écrasante de capitalisme, avec des banques, avec des industriels qui fabriquent, avec des sociétés de relations publiques, de publicité, etc. Tout l'écosystème de ces fameux GAFAM. Ils ont donc une idéologie. L'idéologie est pour l'essentiel libertarienne. C'est le retour au 19e siècle. On a le droit de faire ce qu'on veut. On est des surhommes. Alors les autres, ils ont qu'à s'adapter. Et c'est une forme d'anarchisme pratiquement. Songez que Facebook, le local qu'ils occupent leur bureau, se trouve sur une rue, donc ils ont redéfini tout le paysage alentour, donc ils ont baptisé eux-mêmes la propre rue qui permet d'aller jusqu'au siège de leur société, et l'adresse de leur société, c'est 1 allée des pirates, Hackers
Allez, voilà. Donc, c'est le piratage, ça leur paraît très beau. Vous avez au sommet des bâtiments de Facebook, par exemple, ou d'Amazon, le drapeau des pirates, vous savez, avec la tête de mort et les os croisés qui flottent à côté du drapeau de l'entreprise. Ce sont des anarchistes avoués. Et l'anarchiste consiste à dire que nous, on peut faire ce qu'on veut parce qu'on est des géants, on est les plus forts, on est les seuls à avoir des 1000 milliards de dollars de capitalisation, 2000, 3000 à certains moments. Et donc, ben voilà, on règne sur l'ensemble et les autres, ils consomment nos produits, ils ont nos petits logiciels et ils vivent comme ça. Donc, mais quand même, Xavier Hofer, le lien direct entre l'utopie et l'idéologie de la tech et la pédophilie est quand même pas facile à tenir. Est-ce que vous pouvez... Ah mais c'est pas évidemment, Oui. le Silicon Valley ne prône pas la pédophilie. Il prône la transformation de l'être humain par ajout d'implants électroniques, etc. Mais ils en sont encore à la pédophilie. Ce qui se passe, c'est que l'homme qui finance les laboratoires, qui finance les think tanks de Silicon Valley, à l'origine, c'est Jeffrey Epstein. Vous avez une université scientifique qui est sans doute une des plus importantes au monde, qui s'appelle le MIT, Massachusetts Institute of Technology, qui se trouve à côté de Boston. Vous avez d'autres think tanks qui, eux, se trouvent en Californie. Et Jeffrey Epstein, d'ailleurs, sans trop se ruiner, les finance par coups de millions de dollars, de dizaines de millions de dollars. Il est aussi présent dans un laboratoire de l'université Harvard qui s'occupe de la chimie du cerveau, vous voyez, de la manière dont les pensées peuvent se développer à l'intérieur de la sphère du globe cérébral, etc. Et donc, tout ça, il le finance. Donc, après ça, ben, il va voir Bill Gates. Il dit, voilà, on a un projet. Alors, il faudrait qu'on ait 40 millions de dollars. Moi, j'en mets 5. Combien t'en mets? Et donc, avec des fonds d'investissement importants, Apollo Global Management, avec des entreprises importantes comme celle de Bill Gates, etc., il finance des projets visant à répandre dans la société humaine et notamment dans le monde occidental l'idéologie de la disruption, c'est-à-dire de casser les choses qui existent de manière de mettre à leur place des systèmes informatisés qui, eux, naturellement, permettront à ces gens-là de gagner encore plus d'argent. Il se trouve que, en même temps, comme dirait quelqu'un en France, vous avez un homme qui, une fois qu'il a cessé de financer le laboratoire de disruption sociale, d'anarchisme social du MIT, passe le reste de la soirée à, pour être gentil, lutiner des mineurs. Mais voilà, donc ce qui est grave, c'est qu'à partir d'un moment, à partir de la série d'articles publiés au début des années 2000 par Julie Brown dans le Miami Herald, il n'est plus possible de l'ignorer. Vous comprenez qu'avec Internet, vous tapez le nom de Jeffrey Epstein, les articles arrivent 2 minutes après. Donc, cyniquement, délibérément, vous avez les élites les plus élevées des États-Unis, c'est-à-dire l'élite politique, notamment côté démocrate, car Bill Clinton, était finançait plutôt les démocrates, mais aussi fréquente Trump. comment dire, en Floride, il fréquente aussi Trump, mais c'est pas, voilà. Donc vous avez un système de financement qui permet de couvrir en ayant l'air d'avoir des activités nobles, jusqu'au moment de sa mort, vous aviez le site personnel de Jeffrey Epstein en disant il est docteur honoris causa de ceci, il fait partie du laboratoire machin à Harvard, il fait partie du laboratoire truc au MIT, et naturellement tout cela dissimulant ses activités prédatrices sexuelles accomplies avec Ghislaine Maxwell et beaucoup d'autres de ses complices, on pourrait dire de ses maquerelles, celles qui lui apportaient de la chair fraîche. Et ben justement, on va voir ce mode opératoire, mais je voulais revenir notamment, vous avez parlé donc de Bill Clinton d'un point de vue politique, on a aussi parlé du prince Andrew, je voulais revenir sur son lien avec Bill Gates, qui est évidemment un des chefs de file de ces GAFAM. Quel est son lien à ce moment-là avec donc Bill Gates, Jeffrey Epstein? Ah, c'est simple. À l'origine de tout, il y a la pratique des milliardaires, multimilliardaires américains de pratiquer la charité eux-mêmes. C'est-à-dire que si ces gaillards-là
se contentaient de payer les impôts qu'ils doivent payer à hauteur de la fortune qu'ils ont, tout irait très bien. Mais ils ont trouvé un stratagème pour sortir de cette logique qui est celle du citoyen moyen. Vous payez vos impôts, je paye les miens, ok. Ils sont plus élevés qu'aux États-Unis, mais c'est la vie. Mais en revanche, les gens en question disent alors voilà, on va faire de la philanthropie, alors on va mettre X milliards de dollars, 10, 20, 30, et c'est naturellement de la poudre aux yeux, parce que pendant toute la période où ils font de la charité, l'argent reste à eux, vous comprenez? C'est-à-dire que ça n'est pas quelque chose qui est donné, par exemple, à l'État américain pour qu'il améliore les routes ou le traitement des tuberculeux ou quoi que ce soit. Vous gardez votre charity, comme on dit aux États-Unis, sous votre coupe, et le fait d'avoir donné de l'argent à la charité est déductible des impôts que vous devez vous-même payer. Donc c'est une arnaque à double détente. Et vous pouvez le faire sur Radio Courtoisie aussi, en soutenant financièrement la radio, on le rappelle. Et allez-y, Xavier Hofer. Ouais, ce qui serait quand même beaucoup plus noble et beaucoup plus intéressant que de financer des violeurs de petites filles. Merci. Et donc, il n'y a pas photo, comme dirait l'autre. Et donc, vous avez cette arnaque-là dans laquelle, un beau matin, monsieur Bill Gates se réveille en disant qu'il a envie de soigner la planète et que la planète ira mieux une fois qu'il l'aura soignée. Alors, il met pour ça une partie de sa fortune personnelle. Rassurez-vous, il n'est pas à l'abri du besoin quand même, mais il met la partie, disons, superflue de sa fortune là-dedans, qu'il contrôle toujours, avec laquelle il décide des projets qu'il va défendre avec ceci, avec cela. Et puis, à partir de ce moment-là, il est bien obligé de trouver des associés dans l'affaire en question. Et comme toujours, Epstein qui est là parce qu'il accède aux think tanks, qu'il accède aux moyens de diffusion, aux conférences, aux laboratoires universitaires et tout, il est à chaque fois plein d'idées et plein de choses à lui proposer. Donc leur complicité, c'est ça. C'est charité, mal utilisée commence par soi-même. Merci Xavier Hofer. Alors, je vais revenir vers vous. Je rappelle le titre de votre livre, Jeffrey Epstein, l'âme damnée de la troisième culture, aux éditions du CERF. On va notamment voir, on a bien compris quelle était l'idéologie derrière Jeffrey Epstein. Vous l'avez dit, plutôt cette utopie destructrice fondée notamment sur l'idéologie de la tech. On va voir ensemble quelles ont été donc ses méthodes, comment il a réussi notamment à se fournir en filles à ces jeunes adolescentes qui sont devenues des esclaves sexuels. En attendant, il est 9h, c'est l'heure du bulletin d'actualité de Liselotte Dutreuil. Il y a une place pour nos idées. Vue de haut. Alors on l'a vu, Jeffrey Epstein, on ne sait pas d'où vient véritablement sa fortune, on sait qu'il a été pédophile, qu'il a fourni notamment des adolescentes à donc, des membres de cette élite mondialisée. Alors je voulais revenir moi sur son mode opératoire. Quel était le mode opératoire à ce moment-là donc, de Jeffrey Epstein, Xavier Hofer? Son mode opératoire pour sa prédation sexuelle, vous voulez dire? Oui. Voilà. Notamment pour sa prédation sexuelle, mais aussi comment il fournissait autant de personnes, c'est ça, parce qu'on parle de centaines de filles quand même. Oui, on a naturellement, sa mort a interrompu des enquêtes et on ne saura jamais tout, mais c'est peut-être plus de 2000. Donc, c'est pas rien. C'est simple, c'est un système qu'il devait bien connaître en tant que financier glauque et à la limite de l'escroquerie, c'est celui de la pyramide. Vous envoyez une de vos recruteuses, la Madame Maxwell ou d'autres, chercher des jeunes filles un peu paumées, un peu, vous savez, du quart-monde intérieur américain, c'est-à-dire vivant dans la périphérie des villes et traînant dans des centres commerciaux ou traînant dans des bars ou dans des bowling, etc. Et elle leur propose de venir faire des massages à Jeffrey Epstein. Les massages en question se révèlent bien entendu être très assurément des massages sexuels. Et puis après ça, on donne $200 à la petite en disant tu reviens si tu en veux gagner 200 d'autres, ou alors si tu viens avec une copine, je t'en donnerai 300 ou 400. Donc on appâte. Hélas, l'image est naturellement terrible, mais comme à la pêche, vous savez, on met du pain dans l'eau pour faire venir les poissons. Alors on appâte comme ça des petites, et donc elles amènent par un système de pyramide. La première en amène une ou deux, la deuxième en amène 2 ou 3, etc. Et ainsi de suite. C'est comme ça. Et le rituel est après ça toujours le même.
j'ai été frappé dans le début de mon livre en lisant ça, en disant mais on est dans le Marquis de Sade, quoi. On est dans les 120 journées de Sodome, les rituels avec toujours les mêmes, enfin pas rentrer dans les détails, mais les mêmes processus, l'espèce d'hygiénisme fou d'un type qui se lave 10 fois par jour, etc. Et donc on est dans cette espèce de système ritualisé de pratiques sexuelles sadiques, littéralement au sens strict du terme. Et puis voilà, en dehors de ça, c'est toujours pareil. Vous savez, il a ce rituel-là et puis il l'applique à Miami, il l'applique à New York dans sa maison, il l'applique quand il vient en France dans son appartement, il l'applique partout où il est. Mais aussi parce que quand vous faites un livre, ce qui est intéressant, c'est les objections. C'est-à-dire que vous faites un livre et puis il y a des gens, alors sur les réseaux sociaux, en vous écrivant des mails ou quoi que ce soit, qui vous disent oui, mais vous avez oublié l'essentiel. Et l'objection principale, c'est qu'il y a une rumeur, car ce n'est naturellement rien de plus qu'une rumeur, disant que la famille Maxwell et Jeffrey Epstein étaient comme ça des agents d'Israël et que c'est de là que viennent les choses. Alors, c'est important de bien comprendre ça parce que c'est une facette des choses qui n'est pas connue parce que généralement, avec les services de renseignement, on est réduit au fantasme. Ils ont pas, on peut pas sonner à la porte de la DGSE ou de MI6 en Angleterre ou au Mossad en disant bonjour, j'ai besoin d'explications. Donc 99% de ceux qui disent oui, mais alors si c'est le Mossad, etc., ne savent pas ce que c'est qu'un service de renseignement et ne savent pas comment ça fonctionne. Et donc savoir comment ça fonctionne permet de voir quels sont éventuellement les liens entre un Epstein et ceci et cela. Et puis voilà. Donc les services de renseignement, plus que tous les autres services de l'État, évoluent dans un milieu extrêmement dangereux. Ils sont comme les astronautes, ils sont comme les alpinistes, ou ils sont comme les gens qui font de la plongée profonde, c'est-à-dire que le milieu dans lequel ils évoluent peut les tuer à chaque instant. Et que donc, les normes de comportement, les règles, ce qu'il faut toujours faire et ce que, à aucun prix, il ne faut faire, ne peut être négligé. Si vous négligez les règles de l'évolution en milieu hostile, votre scaphandre éclate dans l'espace ou sous la mer, ou alors vous vous retrouvez en haut de la montagne à l'état de cadavre, gelé. Voilà. Donc c'est ça la norme. À ce moment-là, il tient, si vous voulez, il a en main, il est un petit peu maître chanteur finalement, Epstein, à ce moment-là, de toutes ces quêtes. Oui, mais ce qui est important, c'est de savoir pour qui il l'est. Oui. De manière absolument claire, il l'est à son propre profit, en disant « je sais des choses sur vous parce que je vous ai mis une petite fille dans les pattes et si jamais l'histoire se révèle au grand jour, eh bien, je balance tout. C'est un des principes du milieu criminel. Vous savez que les criminologues fréquentent les gentils, et comme vous, mais on fréquente aussi les méchants, parfois, sans se mêler à leurs convignes, mais on les voit, on leur parle. Et donc, il y a quelque chose qui, dans le milieu criminel, les bandits, les braqueurs, les cambrioleurs, etc., les fait hurler de rire, c'est si je tombe, je balance tout le monde. Voilà. Donc, Epstein, il fait rien d'autre, quoi. Il utilise ses méthodes de chantage, mais est-ce crédible qu'il ait pu faire ça au service de quelque service de renseignement que ce soit? Je suis pas idiot. J'ai étudié l'hypothèse, bien entendu. Et ça me paraît très improbable. Parce que si jamais, vous croyez, je ne vais pas rentrer dans les détails de mes enseignements, mais j'enseigne... Il faut lire le livre, Jeffrey Epstein, l'âme damnée de la troisième culture. Voilà, donc je vais vous dire comment ça se passe. Chaque fois qu'un individu d'un service de renseignement, quel qu'il soit, les Français, les Italiens, les Espagnols, les Russes, les Israéliens, veut rencontrer quelqu'un qui n'est pas habituel pour lui de rencontrer, il faut qu'il demande l'autorisation. Ils sont pas laissés à eux-mêmes. Il faut aller voir les services de sécurité de votre intérieur, de votre propre service, et dire je dois aller voir, je sais pas, une stripteaseuse ou n'importe quoi. Est-ce que j'ai le droit? Et on vous dit oui, on vous dit non. Je peux vous dire une chose, c'est que l'équivalent d'Epstein pour tout service, etc., le type qui demande l'autorisation de le rencontrer, il est mis dans un hôpital psychiatrique pour 6 mois. Il est complètement dingue. Parce que naturellement, les avantages de fréquenter un tel individu par rapport
Alors, les services secrets, ça fait toujours les choux gras de la presse, évidemment, parce qu'ils sont secrets, donc les gens sont attirés, il y a un côté voyeur, etc. Le type qui dit, alors voilà, tel service de renseignement, bah, il fricote avec un mec qui a violé 2000 petites filles, mais souvenez-vous de ce qui s'est passé avec le Rainbow Warrior, quoi. C'était simplement une petite bombe sur un bateau écolo à l'autre bout de la planète. La presse en a parlé pendant 6 mois. Si jamais vous mettez un service en contact avec Epstein, ils ne s'en sortent plus. C'est la démission de tout l'état-major et tout. Donc, les bénéfices sont modestes parce que, sans vouloir dire des méchancetés sur nos frères américains, en gros, en général, ils n'ont pas besoin de M. Epstein pour être gentils avec l'État d'Israël, vous voyez ce que je veux dire? Et puis, deuxièmement, les inconvénients, les risques, mais enfin, je vous dis, c'est un milieu que je connais, hein, je pense concrètement à des gens qui sont dans ces azimuts-là au Moyen-Orient. Le seul fait qu'on leur proposerait, alors voilà, on a un mec, il est bien, il s'appelle Epstein, il peut faire des trucs pour nous. Le mec, il a le souffle coupé, il dit, mais à la porte, quelle est la brute qui m'a proposé ça dehors? Alors, donc, ça n'est pas croyable. Les risques sont incommensurables. Mais il y a aussi notamment, vous parlez des risques. Moi, je pense à Bill Clinton. On sait que Bill Clinton a pris l'avion, le Lolita Express pour aller sur une île de Jeffrey Epstein où il pouvait donc s'adonner à des pratiques sexuelles sur des adolescentes. On sait que Bill Clinton était dans cet avion avec des jeunes adolescentes parce qu'on a eu donc le rapport, donc le carnet de bord. Comment se fait-il que ça, personne n'en a parlé? Et comment se fait-il aussi que Bill Clinton, à ce moment-là, ne se dise pas un jour ou l'autre, ça va forcément ressortir? Vous avez un phénomène qui affecte beaucoup de gens au sommet de la société. C'est un syndrome d'impunité, c'est-à-dire ça ne peut pas m'arriver à moi. En ce qui me concerne, je peux vous donner un cas précis. J'ai une fois été annoncé les yeux dans les yeux à un haut personnage, attention, voilà ce qui va t'arriver, etc. Il était dans le bureau du ministre avec les téléphones secrets, machin autour de lui. Quand je lui ai annoncé ça, il ne m'a pas cru. Pourquoi? Parce que, mais non, je suis au-dessus de tout ça. Enfin, j'étais en train de lui annoncer qu'il allait une coccinelle qui allait le mordre et le dévorer. Il me regardait. Simplement, ça rentrait pas, quoi. C'est-à-dire que l'esprit humain, on connaît ça depuis la sagesse grecque ancienne. Jupiter égare ceux qu'il veut perdre. Hein. Et bien voilà, Zeus égare ceux qu'il veut perdre. Et bien, le président des États-Unis, comprenez, il a la bombe atomique qui, au bout de son doigt, c'est l'homme qui contrôle l'armée la plus puissante au monde avec le Pentagone. Vous voyez, c'est le plus gros propriétaire terrien de la planète avec toutes les bases qui sont à l'étranger, etc. Il a ça au claquement de doigts et donc on vient lui annoncer qu'il y a un mec, il est pas très clean, etc. Mais et puis en plus de ça, tous ces hauts personnages, ils mènent une vie désespérément fatigante et triste. C'est-à-dire que si jamais ils sont 5 minutes tout seuls, eh ben, ils sont dans leur chambre d'hôtel à regarder la télé, et puis ils ont ils ont plus d'amis, ils n'ont plus rien. Donc, quelqu'un qui est l'ordonnateur des menus plaisirs, eh bien, pour certains d'entre eux, pour les plus fragiles d'entre eux, et sans doute monsieur Clinton était fragile sur ce plan-là, on l'a vu, eh bien, ils se laissent tenter, ils mettent les doigts dans le pot de confiture, et après ça, il y a tout un système de complicité, parce que le sommet de l'État américain ne doit pas être soupçonné, et que les mêmes GAFAM, etc., dont je vous ai parlé, sont ceux aussi qui contrôlent les médias classiques. Monsieur Jeff Bezos d'Amazon est le patron du Washington Post. Alors, il ne faut pas compter sur le Washington Post pour révéler des choses qui pourraient les gêner, voyez-vous. Alors Xavier Hofer, je suis obligé de vous parler évidemment de ce suicide. Vous pouvez revenir là-dessus. C'est un suicide en prison en 2019. À ce moment-là, les caméras de surveillance n'ont pas réussi à voir ce qui s'était passé. Et à ce moment-là aussi, on explique que donc les deux gardes n'étaient pas là. Alors est-ce qu'on peut, sans être complotiste, douter du suicide entre guillemets de Jeffrey Epstein, qui arrive finalement à pic, quoi? Que je vous dise. J'ai eu accès aux sources officielles, c'est-à-dire que des amis aux États-Unis m'ont donné tous les dossiers de la justice qui avaient été déclassifiés, où minute par minute, vous avez tout ce qui se passe
non pas au moment du suicide, mais minute par minute, depuis qu'il arrive à la prison. Vous savez, son avion atterrit dans un aéroport du New Jersey, la Lolita Express. Il y a des gens du FBI qui l'attendent en bas, qui ont mis quand même vachement de temps à se déclencher, parce que 20 ans, hein. Voilà, mais bon, à la fin, la situation est plus tenable, donc il faut y aller. On arrête Monsieur Epstein et on l'amène au Manhattan Correctional Center, MCC, qui est une maison d'arrêt. Vous voyez, c'est pas là où il y a les gens en prison pour purger leur peine, mais c'est là qu'ils sont pendant qu'ils sont sous phase de procès. Alors on l'amène là. Il est vu pratiquement tous les jours par des psychiatres qui lui demandent s'ils ont bien envie de se suicider, etc. Il est contrôlé. Et là, petit à petit, une série de dysfonctionnements. Et à la fin, on est pris d'un rire nerveux. Non, c'est pas possible. Voilà. Et donc, une série de dysfonctionnements pour lesquels on a eu des analyses ultérieures du style, eh ben oui, il y a eu un dysfonctionnement, et puis vous allez rire, là, pour la troisième fois, la caméra marchait pas, c'était la seule qui était en panne, etc. Donc, je vais vous dire ce qui s'est passé en 2 mots. Il n'aurait dû jamais rester seul dans sa cellule comme tous les gens qui sont possiblement suicidaires parce qu'ils savent qu'ils ont devant eux 40 ans de prison et que ça peut les déprimer très fort. Il aurait pu, les 2 fois où il a commis une tentative de suicide, la première et surtout la seconde, il était seul dans sa cellule. C'est-à-dire qu'une maison comme fédérale, les prisons fédérales aux États-Unis sont bien plus sévères que les autres, hein, voilà. Donc, dans le personnel fédéral, prison fédérale, il y a des normes de comportement qui sont d'une extrême rigueur. Toutes ces règles ont été violées l'une après les autres. Pire que tout, parce que la personne, enfin, très peu de gens, sauf les experts l'ont remarqué, à la fin, quand on finit, quand vous avez quelqu'un qui est vu par l'œilleton par terre dans la cellule, il est interdit d'y entrer. Il est interdit de toucher à la porte. Il faut faire venir des officiers de police judiciaire qui vont relever les empreintes de l'État. Là, les gardiens, ceux qui dormaient qui n'ont pas fait la ronde pendant 6 heures, pénètre dans la cellule, patouille tout le monde. On voit vaguement sur une photo le corps d'Epstein pendu avec un ridicule petit morceau de ruban, mais à 1 mètre de là, on voit ces ordinateurs avec des câbles d'ordinateurs. Il y a 4 câbles d'ordinateurs dans sa cellule. Vous avez un ordinateur, regardez les câbles à côté de vous, on peut très bien se... C'est beaucoup plus solide qu'un ruban de drap. Donc il y a plusieurs incohérences. Ce que vous dites, c'est qu'à ce moment-là, il y a plusieurs incohérences. C'est pas qu'il y a plusieurs incohérences, c'est qu'il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Donc, à la fin, pire que tout, et sur le côté incohérent, j'en terminerai là-dessus, il y a un site aux États-Unis qui est conspiratiste, qui s'appelle 4chan. Et 4chan, c'est une espèce de plateforme, de site où les petits hommes verts vont venir d'Arcturus, vous voyez, pour envahir la planète, Quanon, etc., tout comme ça. Et ce site est le premier à annoncer la mort d'Epstein à 7h34 du matin. Il y a un type qui publie un message sur les bulletins en disant « On vient de retrouver Epstein mort dans sa cellule ». Et il ajoute, parce qu'il sait que la nouvelle va disparaître de l'écran très vite, « Screen cap this ». Faites une copie d'écran vite fait parce qu'autrement ça va disparaître. Et donc, voilà toutes les incohérences. On va évidemment garder encore des choses à dire pour que nos auditeurs lisent ce livre, Xavier Hofer, Jeffrey Epstein, l'âme damnée de la troisième culture, aux éditions du Cerf. Merci à vous. Merci, je rappelle, vous êtes criminologue, docteur en géographie géopolitique à l'université Paris-Sorbonne. J'appelle le titre d'un de vos autres livres, À qui profite le djihad. Et puis on vous retrouve, parce que vous êtes patron d'émission chez nous, Libre Journal des enjeux sécurité, tous les samedis de la semaine. C'est à 18h. À très vite sur notre antenne.